Paul Brosseau est né à Évrune, commune de Mortagne-sur-Sèvre, en 1925. Toute sa vie, il est resté fidèle à la terre de ses ancêtres. Après avoir repris l'entreprise familiale de maçonnerie, il goûte à la retraite dans son jardin et auprès des sapeurs-pompiers jusqu'à ce que la santé le force à ralentir. François et Marie-Paul, ses enfants, lui offrent alors un ordinateur. Il découvre Internet, les archives, YouTube. Il devient le gardien des histoires de sa famille d'abord, de sa rue ensuite, et des pompiers même. Il crée des dossiers, les classe par thème. Il crée une page Facebook où amis et curieux découvrent et redécouvrent leur commune et ses habitants. Il a réalisé un travail gigantesque sur la mémoire collective de Mortagne-sur-Sèvre. À travers plusieurs rencontres, Paul, aidé de sa fille Marie-Paul, a confié à la chaîne de territoire Passerelle ses précieux souvenirs qui relient le passé d'Évrune à notre présent. Ces films continuent le murmure de l'histoire. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder les petites anecdotes, les petites histoires du petit bourg d'Évrune. Ben oui, c'est cher, petit bourg. Est-ce que tu veux commencer par parler, par exemple, du prieuré, de cette chapelle? C'est un monument pour Évrune, quoi. C'est le monument le plus ancien qui peut... Enfin, les ruines, puisque malheureusement, on l'a transformé en réservoir. Quelle idée! Or, c'est dans les années 20 que Fernand Brémond avait acheté donc le prieuré, et c'est là qu'il avait tout de suite transformé, parce que lui, il voyait que ça faisait un réservoir pour arroser sa propriété, comme il n'y avait pas d'eau là-haut, ni puits, ni rien. C'est-à-dire que cette propriété avait été construite au début par Monsieur Reuillet, qui était notaire à Mortagne, qui en avait fait sa propriété, quoi, son habitation. Et puis, il est décédé, je pense, assez jeune. Et il y avait un fils qui peut-être bien, qui avait été blessé à la guerre, et puis qui est mort des suites de ça. À la Première Guerre mondiale? Oui, la Première Guerre mondiale. Mais sur ce terrain, papa, au départ, il n'y avait pas de manoir, il n'y avait que les rues. Ah, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste les anciens bâtiments du prieuré. Voilà, c'est ça. Hein. Les anciens bâtiments qui ont toujours eu une toiture, quoi. Je pense que, ça avait dû brûler à la Révolution comme tout, mais ça avait été recouvert et tout, quoi. Sauf que la chapelle était restée en ruine. Et donc ce monsieur dont tu parles, il a construit le premier manoir. Et puis après, monsieur Brémond l'a agrandi, tel que l'on connaît maintenant? Oui, Reuillet, il avait construit que la partie centrale. D'accord. Et puis alors, Brémond a rajouté les deux ailes de chaque côté, oui, dans les années 20-25. Puisque quand je suis né, moi, mon père était en train d'agrandir une des ailes. Et Fernand Brémond avait payé ma médaille de baptême, ma médaille en or, qui m'a été volée après, malheureusement. Oui. Avait été payée par Brémond. D'accord. Oui. Puisque ton papa travaillait sur le chantier. Voilà, au moment de la naissance, il y a eu Monsieur Lebourg, qui était un... Comment qu'il est arrivé là, lui-même? Tu sais pas? J'en sais rien. Et puis sa femme habitait là, puis lui, il était représentant, je crois qu'il était... Parce qu'il n'a pas fait de grands travaux. Hein. Oui. Puis après, ça s'est vendu, il est parti. Et puis c'est là que M. Ménard a racheté, je pense, oui. Suite à M. Lebourg. Ils avaient essayé de piquer chez Ménard l'enduit de la chapelle. Mais c'était d'abord très très difficile, très compliqué, et ça abîmait, comme tu disais, les murs en dessous. Non, donc ils ont abandonné. Il fallait abandonner ça parce que cet enduit consolidait. Si on l'enlevait, d'abord c'était un travail colossal. Mais c'est ça. Et puis on enlevait tout, un travail qui consolidait quand même le bâtiment. Alors, oui, la structure. Il valait mieux faire autre chose, soit un autre enduit, soit rhabiller, soit... Enfin, faire autre chose, quoi.
Tu suggérais aussi que les moines, là, les tombes... On avait enlevé tout le pavage et la pierre tombale, elle est dans le parc du château, là, maintenant. Raymond l'avait fait transporter, puisque comme il voulu transporter, il l'avait transformé en réservoir. Il avait bétonner. cimenté le sol, mais la pierre tombale, a été emmenée, elle est dans le parc du château. Et puis les moines, les ossements, ont été transportés au cimetière. Ils sont là, auprès de la croix. Oui, dans l'entrée du cimetière. Voilà, au cimetière d'Évreux. D'accord. Les fêtes d'Évreux, oui. Le préveil. Oui, à part le préveil. Il n'y avait pas grand-chose. Non. Alors, le concours de pêche préveil, c'était en même temps, oui. Alors, est-ce que tu te rappelles comment se déroulait ce préveil? Ça commençait le matin? Oh, madame, c'était tout simple, le préveil. C'était le concours de pêche. Et puis, il y avait quelques marchands qui venaient s'installer, des marchands de bonbons pour les gamins. Et puis, sur la place, ça se mettait là, devant l'église, là. Et puis, sur la place de la Lauriette, il y avait 2-3 marchands de bonbons. Et puis, de petits objets, de babioles pour les enfants? Oh oui, des jouets, quoi. Des jouets? Est-ce qu'il y avait un manège ou quelque chose comme ça? Ah ben oui, ici, il y avait un manège de chevaux de bois, quoi, qui venait. Ah oui. Chénard de Cholet, je crois. D'accord. Il y avait de la musique? De la musique? Oui. Est-ce qu'il y avait une Oh, fanfare? il doit y avoir un phono. Ah oui, tu parles Non, pour j'en le ai pas manège. souvenir, mais T'as enfin, pas de souvenir, ouais. non. Et ce concours de pêche, alors, c'était qui allait? Que les gens d'Évreux? Ou est-ce qu'il y avait des Ah gens? ben non, il y avait beaucoup de Choletais qui venaient. Et parce que les Choletais venaient à la pêche à Yvonne, étant donné qu'il y avait le train qui les amenait, c'était pour eux une sortie de venir à Yvonne à la pêche. Oui. Alors, le train s'arrêtait régulièrement à la gare Ah, d'Évreux. bah oui. Pour les voyageurs, pour des Oui. marchandises, qu'est-ce qu'il Pour y les avait? marchandises, les voyageurs, Saint-Laurent, mais quand il y avait des pèlerinages au Père de Montfort, les trains de pèlerinage arrêtaient à Yvonne, et il y avait beaucoup de Bretons qui venaient au pèlerinage. Le Père de Montfort en Bretagne était très renommé, et les Bretons, tous les ans, il y avait un pèlerinage qui venait à Saint-Laurent, et ils descendaient à la gare d'Évreux parce qu'il n'y avait pas de gare plus près. La ligne de chemin de fer de Saint-Laurent n'existait pas à l'époque, puisqu'elle a été mise en service en 1914. Alors donc, moi, Oui. c'était avant ce que je parle. Mais les gens, après, il y avait des services de... Oh, ils allaient à pied à Saint-Laurent. Ah, ok. Ah, Après, ben oui. d'Évreux, ils s'en allaient À pied à à Saint-Laurent. Saint-Laurent pour le pèlerinage. En chantant des cantiques, oui. Oui. Ah, bah oui, bah oui. Mais t'as connu ça, toi, ou Ah non! c'est ta maman, C'est c'était mes pas... parents, mes grands-parents Tes grands-parents qui t'ont qui raconté ça? me racontaient ça, oui. La gare de Mortagne a existé. Elle a été mise en service en 1914, alors, bien après. Puis elle n'a pas servi beaucoup d'ailleurs, quoi, Oui. Parce qu'en fait, Évreux était sur la ligne Cholet-Nantes. Clisson, Nantes. Ouais, c'est ça. Donc c'était bien plus Alors tout intéressant. le trafic, les voyageurs, les marchandises, c'est pareil. Les trains de marchandises arrêtaient à Évreux. Par exemple, pour Saint-Laurent, le charbon, pour les communautés, tout ça et tout. Ça s'en allait après avec des tombereaux. Il y avait des entreprises de transport, Roturo, les grands-parents Roturo, il avait des tombereaux, et puis l'oiseau c'était pareil. Hein. C'était donc des tombereaux, qu'est-ce que Avec c'était? des chaux, ils Avec s'en des allaient de la gare d'Évreux jusqu'à Saint-Laurent, conduire du charbon, ou un rochard et tout, là, pour les usines, tout ça. Floriette, tout ça et tout, ça débarquait à la gare d'Évreux. Ça s'est éteint avec la guerre, parce que jusqu'avant la guerre, il y avait toujours des trains de marchandises encore qui passaient, oui. Ça s'arrêtait encore un peu?
À la gare d'Evrunes. Et il y avait quand même encore un petit peu de voyageurs pour la gare d'Evrunes? Oh, les voyageurs, non. Si, mais il n'arrêtait même pas le train. Il n'y avait plus de voyageurs. Pour descendre à Evrunes? Oh ben non, pour aller à Cholet, il y avait les cars, oui. Il y avait les transporteurs locaux là, qui allaient le mercredi et puis le samedi à Cholet. Alors avec leurs petits cars, les quelques personnes qui voulaient y aller, aller sur Cholet. Ils ne prenaient pas le train. Hein. On va parler le bistrot-restaurant, si, puis il y en avait un autre au Rossignol, là-bas, à la gare des marchandises. La mère Juju, là, oui, ben, il y avait Juju parce qu'elle s'appelait Juliette. Elle s'appelle Juliette? Oui. Donc on l'appelait Juju. Juju. Donc là, il y avait le restaurant pour... non, là-bas, elle faisait bar simplement que le bistrot, quoi, c'est tout. Et puis l'autre, il faisait restaurant. Et puis hôtel, quoi. Mais où? Ben, au coin, à l'angle, là, à la gare d'Evrunes, quoi. La Rossignol, c'est la gare des marchandises. Ah, mais maintenant, le lieu-dit, il s'est élargi, on appelle le Rossignol, y compris l'angle. Oui. Mais si je comprends bien ce que tu appelais le Rossignol, papa, c'était uniquement la gare. La gare des marchandises, mais tout le coin, c'était le Rossignol. Oui, alors, mais tu parles du café qui était à l'angle. Oui. Alors, pourquoi tu dis que c'est pas au Rossignol alors que si, ça faisait partie du Rossignol, mais c'était pas le Rossignol. Il n'avait pas donné le nom de Rossignol. Ah oui, il n'avait pas donné le nom du Rossignol au lieu-dit, au café, c'est ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Mais comme tu dis, il y avait un autre. Il était où l'autre? Ben, il était... Directement à la gare? À la gare des marchandises. Ah, d'accord. À la gare, il y avait un restaurant? Ah, là-bas, ben non, c'était que le bistrot, là-bas. C'était que le bistrot. Chez Juju, la mère Juju. C'est-à-dire, cette grand-mère Juju, c'était la grand-mère à Lefort, le pâtissier. De Mortagne. C'était sa grand-mère qui tenait donc le bistrot qui était directement dans la gare. Ben, il n'y avait pas de bistrot dans la gare. Je comprends rien. Il n'y a jamais eu de bistrot dans la gare. Mais où était-il ce bistrot? À l'angle? Ben, le bistrot, celui de la gare, là, il était juste à l'angle. Ah, d'accord. Oui. Ah, j'ai rien compris. J'ai cru qu'il y avait deux endroits. Un peu plus loin, là, où il y a l'escalade, là. Bradorama. Bradorama. Ça, c'était les marchandises. C'était la gare des marchandises. Et là où il y a le bâtiment de la gare, c'était la gare des voyageurs. Et il y avait deux bistrots, donc. Il y avait deux bistrots. Un près de la gare des marchandises. Oui. Et un à l'angle. À l'angle, là, qui était tenu... En face de la route. Oui, c'est ça. Enfin, de la face de la gare. Oui. On va y arriver. Ça a été repris par quelqu'un qui en a fait un restaurant. Bigot, là, oui. Un paysan qui avait racheté l'affaire parce qu'il faisait bistrot, mais marchand de grains. Il était, marchand d'engrais, marchand de grains. Depuis longtemps, quoi. Primitivement, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Si, je l'ai su, mais ça ne me revient pas. Puis après, c'était des Lucas qui avaient pris la suite, là, qui étaient venus du Longeron, là. Alors, des Lucas, après, lui était mort, puis sa veuve avait revendu à Bigot le commerce de grains en grès, bistrot et tout. Et puis ce Bigot, madame, il faisait aussi les banquets. Et tout. Oui, c'est ça, les banquets de mariage. Moi, je me souviens du mariage d'un des cousins d'Avio qui avait eu lieu là-bas. Oui, ben c'était... Donc, mais moi, je fais 62. C'était encore Bigot qui avait ça. Soit c'était la fin des années 60, soit c'était début des années 70. Mais après, je pense que ça n'a pas dû aller très loin après. C'est Bigot qui avait ça. Ok. Donc les gens d'Evrunes qui venaient par exemple pour la fête du Préveil pour le concours de pêche, les pêcheurs descendaient à la gare d'Evrunes avec leur canne à pêche, le matin de bonne heure, de bonne humeur. Oui, madame, sans doute, suivant les horaires des trains. Hein. Il n'y avait pas un train spécial pour eux. Hein. Oui. Et puis, est-ce que tu te souviens, toi, de ces concours de pêche? Est-ce que tu allais voir les pêcheurs? Non, moi, je n'allais pas voir les pêcheurs, mais enfin... tout le monde était un peu mobilisé. Je me rappelle que papa, moi, toi, j'étais comme gamin, puisque j'avais 11 ans quand il est mort. Ils allaient,
comme commissaire pour surveiller, enfin pour s'occuper, quoi. Quand les pêcheurs ils prenaient des poissons, ils notaient. Ah ben oui, fallait bien un gagnant. Et Et il y avait des emplacements, il fallait leur distribuer des emplacements. ah, ben chaque emplacement, oui, c'était tiré au sort. Et il y avait un petit piquet avec un numéro qui était mis aux endroits où on pouvait pêcher. Et puis les pêcheurs, ils arrivaient, ils achetaient leur ticket, c'était tiré au sort, et puis ils allaient s'installer. Le numéro qui tirait, Ouais. Il était à tel endroit, puis c'est bon. Ils ne choisissaient pas leur endroit de Bah pêche. oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pêchait? Les poissons de la rivière, hein, oui, les carpes, les tanches, les gardons, les chevennes. Qu'est-ce que c'est que la chevenne, papa? Le chevenne. Le chevenne. C'était le chavenot qu'on appelait à Évrune. On appelait ça un chavenot. Chavenot. C'était une espèce de poisson qui s'appelait le chevenne, qui existe toujours d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du brochet. Ah, il y avait du brochet, oui. Des anguilles. Des anguilles, oui. Mais des anguilles dans la Sèvre. C'est pas sûr qu'il y en ait maintenant. Hein. Oui. Mais des anguilles, il y en avait partout. Maintenant, il y en a qu'il n'y en a plus. Les coins qui étaient quand même connus pour être des bons coins de pêche, papa. Ton grand-père en connaissait peut-être, puisqu'il t'emmenait avec. Oui, il y avait des coups, il appelait ça des coups. Alors, est-ce que tu te rappelles où c'était? Dans les prés, partout, en bordure de Sèvres. Hein. C'était suivant le fond de la rivière, qu'il y avait du sable ou des rochers, quoi, oui. Vous alliez où avec ton grand-père? Nous, sa pêche, c'était une pêche itinérante, Il se promenait? C'était pas la pêche au coup, oui. Il se promenait, puis alors, lui, il pêchait, comme il pêchait à la mûre, il fallait qu'il pêche sous une ronce où il y avait des belles mûres, prêtes à tomber, parce que le poisson, il se tenait là, il attendait que la mûre tombe. La mûre tombe. Alors, si c'était une mûre qui avait un hameçon, il se faisait piquer, puis c'était pas difficile. Dès que la mûre a tombé, moi je l'ai vu pêcher bien des fois, quoi. Dès que la mûre tombait dans l'eau, tac, ça y était, le poisson. S'il y en avait un, il était au bout. Hein. Je suivais, mais depuis loin, il fallait pas que passe devant pour pas effrayer le poisson. Parce que tu étais petit, ton grand-père ne voulait pas que tu passes devant. Alors après, moi je pêchais la perche du Canada, là, qu'on appelait la perche soleil, le boer qu'on appelait ça, oui. C'était plein d'arêtes, c'était pas... Vous les mangiez, les poissons? Ah je pense bien. C'était important pour un pêcheur de monter. C'était la grand-mère qui faisait le poisson? Le grand-père le préparait, puis après, on mangeait, oui. Ta grand-mère le cuisinait? Les fêtes, là, les fêtes Dieu, c'était très, très suivi. Hein. Oui, dans le bourg, il y avait les décorations, on faisait un chemin avec des fleurs. Les gens, ils mettaient des draperies le long des murs auxquelles étaient accrochées des roses. Et là, même les non-croyants, ils tenaient à cœur de décorer. Décorer aussi, oui. Même si c'était pas pratique. À part l'instituteur public, toutes les maisons étaient croyants ou non-croyants, et c'était bien décoré, oui. Et oui, c'était un moment important pour la communauté. Oui, c'était suivi, quoi. Alors, il y avait 2 reposoirs, qu'on appelait. C'était une fête traditionnelle, quoi. C'était le Saint-Sacrement qui traversait le bourg, alors c'était très suivi, oui. Donc les riverains de la rue où ils passaient, ils avaient cœur à cœur de bien décorer. Et les gens, ils suivaient vraiment, tout le bourg venait? Tout le bourg, oui, il y avait beaucoup de monde dans cette procession. C'était important? Il y avait le dais, oui. Et puis les membres du conseil curiel portaient le dais. Et puis les plus âgés, il avait un falot. Alors mon grand-père qui en faisait partie, lui il avait un falot, c'était un lampion au bout d'une perche, quoi, qui encadrait, il y en avait aux 4 coins du dais, quoi, qui tenait en même temps un cordon
un cordon d'honneur, si on peut. Et les enfants? Les enfants, il était à la procession, il avait leurs oriflammes. Ah ben oui. Est-ce que tu as fait ça, toi, papa? Ah ben bien sûr, mais enfin moi après, j'étais enfant de cœur, alors je portais la croix, c'était différent. Cette fameuse croix-là? Cette fameuse croix, oui, du Moyen-Âge, cette croix de procession, elle est très ancienne. Oui, elle date de la Renaissance. Ben oui, elle a été achetée à Angers, là. En 1622, elle est du XVIIe. Elle est un petit peu plus après le Moyen-Âge, papa. Mais c'est une croix qui fait partie du trésor de Mortagne maintenant. Ah bah, elle est exposée dans l'église. C'est la plus vieille de Vendée, oui. C'est la plus vieille de Vendée. D'accord. Donc toi, tu tenais quand tu étais enfant de chœur? Ah ben je l'ai portée, moi, cette croix, oui. Les enfants de chœur étaient devant la procession? Ah ben oui. Devant, il y avait... on était trois enfants de chœur. Il y en avait 2 qui portaient des cierges. Et puis c'est lui-là qui portait la croix, quoi. Qui conduisait la procession. Et quand tu étais enfant, ça te faisait quoi de participer à tout ça? Oh ben c'était normal, c'était traditionnel. On ne se posait pas de questions, tout le monde était là. Hein. Et puis vous faisiez 2 arrêts dans le bourg? Ah ben oui. Ou 2 reposoirs? Il y en avait même, oui, 2, 3 arrêts même, parce qu'ils s'arrêtaient, oui, enfin, au calvaire. Ah bien, on arrêtait, je crois, une première fois, place de la Lauriette, là. Et puis après, ça partait au calvaire. Dans la rue principale, Oui, et puis on revenait repasser place de la Lauriette, et puis... Mais je crois qu'en dernier, il se faisait qu'une fois place de la Lauriette, et puis au calvaire, quoi. D'accord. Et ça se passait le matin? Ah ben c'était à l'issue de la grand-messe, quoi. Ah d'accord. C'était pas avant la messe, c'était après. Ah non, c'était... Une fois que la messe était donnée, vous sortiez tous en encore que... Je sais pas si c'était pas quand même au milieu de la messe, au moment avant... Et vous retourniez... Après les évangiles, peut-être bien, oui. Parce qu'après, vous retourniez dans l'église à la fin de la procession. Oui. Tout le monde rentrait dans l'église. Ah ben oui. Oui. Pour la clôture. Voilà, quoi. d'accord. Et après, les gens rentraient chez eux? Après, oui, quand la cérémonie était finie, les gens rentraient chez eux pour leur repas, quoi. Il n'y avait pas de rassemblement sur la place ou dans Oh ben si, les hommes restaient discuter, puis ça partait jouer aux cartes, souvent faire une partie de cartes dans le bistrot. Ça faisait l'occasion de parler du travail en même temps. Oui. Puis ils faisaient une partie de cartes, ils jouaient à la coinchée ou à la manille. Les Évrunais aimaient bien les Mortagnais, mais les Mortagnais étaient toujours fiers d'eux. C'était toujours les Mortagnais qui étaient les meilleurs, c'était les Mortagnais qui... Alors, non, il y avait un peu une... À Évrune, c'était les Tupias, et c'était les Tupias. Les Tupias, oui, il appelait les tisserands à la main, comme ça. Les culs plats, oui, parce qu'ils étaient tout le temps assis sur leur métier à tisser. Voilà, probablement. Donc, comme Évrune était un bourg de tisserands, donc Mortagne nommait les gens d'Évrune les Tupias. Oui. C'est ça, avec un peu de mépris? Oh, oui, c'était tout juste. Ah, oui, Mortagne, c'était toujours bien meilleur que tout. Ça a toujours resté, c'est pas nouveau. Non. Même après la réunion dans les années 60. Oh oui, ça oui. Évrune cultive quand même son identité propre. Les gens étaient plus simples.